Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment j'ai amélioré significativement l'impact de mon poste de travail informatique sur ma santé physique, dos, troubles musculo-squelettiques. Un des éléments importants a été le changement d'écran. Cet écran est large, ce qui me permet d'être à l'aise avec mes conceptions 3D, mais aussi de travailler avec plusieurs fenêtres ouvertes les unes à côté des autres, par exemple ici, le logiciel de dessin 3D et la vidéo explicative. Mais comment choisir un écran? Quels sont exactement les critères que j'ai appliqués pour choisir cet écran? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous envisagez d'acheter un écran d'ordinateur, attention à choisir les bons critères de sélection. En effet, les dimensions annoncées par les fabricants ne veulent un peu plus rien dire. Ça avait un peu du sens quand les écrans avaient tous le même format, 4 tiers ou 16 neuvième, et maintenant ce n'est plus du tout le cas. Vous avez un excellent exemple ici, où vous avez un écran 21 neuvième, et ici un écran 16 neuvième. Les bons critères de sélection, c'est quoi? D'abord, c'est les vraies dimensions, en centimètres, largeur, hauteur, tout simplement pour l'encombrement, pour la portabilité quand c'est un ordinateur portable. Donc ça, c'est un critère important. Et ensuite, c'est le nombre de pixels. Pareil, en largeur, en hauteur. Et de ces deux dimensions, par exemple la hauteur en centimètres et la hauteur en pixels, on peut déduire la taille des pixels, car tous les pixels de tous les écrans n'ont pas la même taille. Ça dépend de l'écran. On a ici un excellent exemple. On a un écran qui fait 173 mm de haut ici, et ici on a un écran qui fait 334 mm de haut. Et pourtant, ils ont tous les deux le même nombre de pixels en hauteur, 1440, 1440. En fait, si on fait 173 divisé par 1440, on se rend compte que les pixels de cet écran, ils ont une taille de 0,12 mm, alors que les pixels de cet écran, si on fait 334 divisé par 1440, ils ont une taille de 0,23 mm, soit presque le double de ceux de cet écran. On aura donc la possibilité d'afficher la même chose sur cet écran que sur celui-là en hauteur, exactement la même chose, puisqu'on a le même nombre de pixels, et c'est le nombre de pixels qui détermine la quantité d'informations et de choses qu'on peut afficher à l'écran. Par contre, on aura un confort visuel pour les yeux qui sera nettement supérieur sur l'écran du dessus. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez me le faire savoir tout simplement en cliquant sur le petit pouce vers le haut sous cette vidéo, et en même temps vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications, ce qui vous permettra de savoir quand je publie de nouvelles vidéos qui, je n'en doute pas, vous intéresseront tout autant. Lorsque les pixels sont trop petits et qu'on a du mal à voir ce qui est affiché à l'écran, on a dans Windows une possibilité d'augmenter le pourcentage de ce qui est affiché à l'écran. Au lieu d'être à 100%, on peut passer à 125%, ou même à 140%, 200%, etc. Attention, c'est un pis-aller. Deux problèmes majeurs se posent. Le premier, c'est que c'est un zoom, donc en fait vous affichez moins d'informations à l'écran, et donc finalement ce que vous aviez gagné en résolution, vous le reperdez. Et la seconde, c'est que souvent les caractères, ça les rend un petit peu flous. Alors ça, c'est variable suivant les écrans, c'est variable suivant le pourcentage de zoom que vous prenez, mais vraiment c'est pas l'idéal. Il vaut beaucoup mieux avoir calculé la taille de ces pixels et prendre des pixels qui font au moins 0,2 mm de côté, plutôt que d'avoir un écran avec des pixels trop petits et de devoir mettre du zoom, où là du coup vous perdez en résolution. Donc, quand vous achetez un écran, attention à la taille des pixels pour le confort visuel, mais attention aussi au nombre de pixels pour la quantité d'informations que vous pouvez afficher à l'écran. À ce sujet, attention, la majeure partie actuellement des ordinateurs portables sont vendus avec des écrans Full HD. Full HD, ça veut dire 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Et ça, quand on travaille sur des documents, c'est un peu juste. C'est-à-dire que c'est très bien pour regarder des vidéos ou des séries sur Netflix. Par contre, dès qu'on veut travailler sur de la CAO, dès qu'on veut travailler sur des documents, en hauteur, 1080 pixels, c'est un peu juste. C'est pour ça que moi j'ai des écrans en 1440. Parce que c'est des écrans plus chers, mais par contre, on a beaucoup plus d'informations à l'écran. Donc mes critères de choix pour cet écran, ça a été la taille des pixels, 0,23 mm pour avoir un grand confort visuel, une hauteur suffisante, 1440 pixels pour pouvoir afficher des documents longs, et une largeur importante, 3440 pixels, pour pouvoir mettre des feuilles les unes à côté des autres, ouvrir des documents les uns à côté des autres et travailler sur plusieurs logiciels à la fois. Après, je me suis aussi fait un petit peu plaisir, j'ai pris un écran incurvé, ça a un surcoût, et donc j'aurais pu avoir un écran un peu moins cher si je n'avais pas pris un écran incurvé, mais j'avais envie de tester. Par contre, attention, quand on fait de la DAO, ça déforme les lignes, elles sont courbes, forcément. Un dernier point à prendre en compte et auquel il faut faire très attention, c'est la connectique, c'est-à-dire qu'avant d'acheter un écran, il faut s'assurer que
la connectique soit compatible avec l'ordinateur sur lequel on veut le brancher et avec les performances de l'ordinateur sur lequel on veut le brancher. C'est pour ça que moi je conseille d'acheter des écrans qui sont éprouvés, sur lesquels il y a des commentaires qui sont documentés. Par exemple cet écran, si vous regardez sur le site, vous verrez que dans les commentaires, il y a énormément d'informations techniques qui m'ont permis de choisir le bon câble pour relier l'ordinateur à l'écran, que ça marche du premier coup et que j'ai surtout les capacités maximales de l'écran qui ne soient pas bridées en résolution ou en fréquence par la connectique. Je suis en train de monter cette vidéo et je m'aperçois que je viens d'utiliser le terme fréquence sans vous avoir expliqué de quoi il s'agissait. La fréquence, on appelle ça aussi le taux de rafraîchissement d'un écran, c'est le nombre de fois où l'image change à l'écran par seconde. Une fréquence classique, c'est 60 Hz. Ça veut dire que l'image va changer à l'écran 60 fois par seconde, elle va être rafraîchie 60 fois par seconde. 60 Hz, ça convient à tous les travaux de bureautique, ça convient à la vidéo, ça convient à la DAO. Lorsqu'on veut jouer à des jeux d'action, il vaut mieux passer sur un écran 120 Hz pour avoir des mouvements plus fluides. En 60 Hz, on aura des mouvements trop saccadés. Et si vraiment on est un super gamer, on peut passer sur des écrans 240 Hz. Mais là, la différence entre 120 et 240 sera quand même un peu moins visible qu'entre 60 et 120. Et surtout, on va avoir des prix qui explosent. Pourquoi les prix explosent? C'est tout simplement parce que l'écran va devoir générer des images intermédiaires par rapport à la fréquence de ce qu'on lui envoie. Et les écrans très haut de gamme vont interpoler des images très rapidement. Exemple, je suis en train de filmer à 30 images par seconde. Si votre écran est en 60 Hz, lui, il va afficher 60 images par seconde. Ça veut dire qu'il va devoir créer 30 images supplémentaires par rapport aux 30 images que ma vidéo lui donne. Donc entre deux images de 20 vidéos, il va en créer une autre. Et donc, suivant les écrans, suivant leur qualité, cette image-là sera une moyenne des deux, sera une interpolation, sera différentes choses. Mais comprenez bien que plus la fréquence est élevée, plus la fluidité du mouvement sera importante à l'écran, y compris lors des rotations des objets 3D. Et donc, c'est en ça que la fréquence est importante et c'est en ça qu'il faut éviter de dégrader la fréquence en utilisant une mauvaise connectique. Si la conception 3D de vos propres pièces vous intéresse, j'ai deux choses à vous proposer. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement aller sur tamtam3d.fr/dessin 3D où vous trouverez ma formation à la conception 3D sous SketchUp qui est gratuite. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'impression 3D, vous pouvez découvrir ma formation imprimeur 3D autonome qui intègre à la fois l'impression 3D, c'est-à-dire le fonctionnement d'une imprimante, comment en choisir une, comment la régler, et la conception 3D de vos propres pièces sous SketchUp ou Fusion 360.